Je vais commencer par évidemment définir un certain nombre de choses. Donc tout d'abord, le terme épigénétique est un terme qui, du moins dans le domaine de la biologie et de la génétique moléculaire à l'heure actuelle, reste un terme qui est tout à fait à la mode et qui est très très porteur. On peut à peu près proposer n'importe quel projet de recherche, tant qu'on place le terme épigénétique une fois toutes les 3-4 phrases, en fait on a de fortes chances d'être financé. Et comme tout le monde veut être financé, ben, chacun a rajouté sa propre définition au terme en question. Si je ne m'abuse, la personne en fait qui a proposé ce terme pour la première fois est un scientifique anglais assez connu de la moitié du XXe siècle qui s'appelle Conrad Waddington et qui, si je ne m'abuse, travaillait en fait à l'université d'Édimbourg, qui de longue date est une université en fait où la génétique a toujours été très très poussée. Et donc l'origine étymologique de épigénétique, c'est sur la génétique. C'est donc en fait ce qui se rajoute à l'information qui est encodée dans notre génome pour en fait la transformer, l'exécuter et générer les organismes que nous sommes. Et donc en fait, il avait lui-même proposé dans ses écrits cette figure qu'il appelle un epigenetic landscape. Donc c'est comme si on avait une surface géographique avec des monts et des vallées qui représentaient en fait la trajectoire qu'allaient suivre les cellules à partir de la fécondation et qui allait les mener le long de différentes vallées vers des états de différenciation définissant les différents tissus qui constituent notre organisme. Donc la question était de savoir, tiens, comment est-ce que les différentes cellules de notre organisme, qui ont a priori chacune la même information génétique, comment font-elles pour l'exécuter de façon différentielle? Qu'est-ce qui fait que certaines cellules se voient différenciées en cellules hépatiques, d'autres en cellules thyroïdiennes, etc. Et donc en fait, il imaginait qu'il existait un certain nombre de forces qui venaient se rajouter à l'information génétique pour en permettre une interprétation différentielle. Et la nature de ces forces était à l'époque relativement mal définie, mais donc en fait, d'autres représentations de ce paysage épigénétique représentent donc en fait des câbles qui tirent sur la surface et en créant ainsi donc la forme, si vous voulez, qui va déterminer la trajectoire que vont suivre les cellules lorsqu'elles descendent en fait vers les parties déclives. Donc en fait, il y a pas mal qui est resté quelque part à l'heure actuelle dans la compréhension que l'on a couramment du terme épigénétique. C'est principalement en effet faire référence à ces mécanismes qui font que le génome sera utilisé différentiellement par différentes cellules. Donc j'écris ici quel gène doit être utilisé par quelle cellule et à quel moment. Donc dans le premier cours et dans les autres cours de Puig, donc je suis sûr que vous avez entendu ou vous avez dû capter cette information qui est que chacune de nos cellules, paradoxalement, contient exactement la même information génétique, à savoir le mélange, la conjonction des encyclopédies Britannica, comme je les appelle, qui ont été apportées d'un côté à travers le spermatozoïde du père et l'équivalent qui est apporté par la mère à travers l'oocyte. Et donc, ce qui fait que ces différentes cellules, types cellulaires, ces différents tissus sont différents, c'est le fait qu'ils utilisent en fait une partie différente du matériel génétique. Donc, notre génome est compris d'à peu près 20 000 gènes et typiquement, une cellule va en utiliser au maximum 50%, ce qui est déjà beaucoup. Mais donc, en fait, chaque cellule utilise sa propre combinaison de l'ordre de 10 000 gènes et c'est l'exécution de ce sous-ensemble de gènes particuliers, l'utilisation de ce sous-ensemble de façon concertée qui donne à chacun des types cellulaires leur phénotype propre. Mais donc, comment est-ce que cela fonctionne? Comment ce choix s'opère-t-il? Alors, il est probable qu'en fait, ces notions évoluent dans les décennies qui viennent, mais je crois que cette image-ci, sans être parfaite, capte au moins la vision principale qui est la nôtre à l'heure actuelle. Donc, quelque part, ce qui se passe, c'est que après la formation du zygote, donc un certain nombre de divisions cellulaires binaires ont lieu. Au départ, ces cellules sont
sont quasiment toutes dites totipotentes, c'est-à-dire qu'elles ont le potentiel de se différencier dans toutes les directions requises pour générer les différents tissus qui constituent notre organisme. Mais progressivement, ces cellules vont faire des choix et vont perdre leur totipotence. Elles vont aller chacune dans des voies différentes. Et on représente ça en général comme une espèce d'arbre avec des embranchements qui, quelque part, reflètent une spécialisation qui devient de plus en plus poussée. Et à un certain moment, donc ceci sera représenté de façon tout à fait schématique par le fait que des cellules totipotentes, à un certain moment, vont se différencier en un certain nombre de cellules spécialisées. En fait, ces cellules spécialisées, je les appelle ici les cellules mères. Donc à un certain moment, ces cellules-là vont, par des mécanismes qui restent encore largement incompris, faire le choix d'exprimer tel gène plutôt que d'autres gènes. Mais ce qui est important dans le cadre de la notion d'épigénétique, c'est qu'une fois que ces cellules mères ont fait le choix, donc elles se sont engagées dans une voie de différenciation particulière, elles vont transmettre cette décision, elles vont transmettre ce choix à leurs cellules filles, qui elles-mêmes vont le transmettre aux cellules filles, qui n'auront plus à choisir en quelque sorte, elles vont simplement lire la partie du génome que leur a désignée en quelque sorte la cellule mère. Donc la cellule mère à un certain moment transmet à sa cellule fille non seulement le matériel génétique, mais avec celui-ci un certain nombre d'annotations, un certain nombre de marques, on les appelle parfois également des empreintes, qui quelque part seront indélébiles ou au moins transmises de façon fidèle à travers les générations cellulaires dans notre organisme, donc les divisions dites mitotiques. Donc l'épigénétique, quelque part, elle s'intéresse à ces mécanismes qui font qu'une information est transmise fidèlement de cellules mères à cellules filles, que des marques sont transmises fidèlement de cellules mères à cellules filles. Et c'est quelque chose qui n'est pas... Donc en fait, on a des différences ici qui se transmettent entre guillemets de façon héréditaire, même si nous parlons à ce stade-ci de notre soma, donc des cellules uniquement au sein d'un individu. Eh bien, donc cette information, ces différences se transmettent entre guillemets de façon héréditaire, mais le génome est le même pour chacune de ces lignées cellulaires, qu'elles soient vertes, bleues ou rouges. Donc ce n'est pas ici de la génétique au sens classique, qui ferait que le génome des cellules vertes serait différent du génome des cellules bleues, qui serait différent du génome des cellules rouges, et que ceci serait transmis et donc conditionnerait ce que les cellules utilisent. Donc conceptuellement, on aurait pu imaginer que la différenciation consistait à éliminer cette partie du génome que les cellules n'utilisent pas. Et ça aurait été une façon de maintenir cela à travers les générations cellulaires. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce sont des mécanismes qui mènent à une forme d'hérédité, mais qui sont indépendantes de différences marquées entre les séquences d'ADN de notre génome. Donc le génome est le même, c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose sur le génome, c'est quelque chose d'épigénétique. Alors la question est de savoir ce que c'est, et donc nous allons rentrer plus en détail dans la description des mécanismes sous-jacents. Alors forcément, la question logique quand on dit ça, c'est de dire, mais bon, ça potentiellement, cette épigénétique-là m'intéresse, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir comment les cellules mères, à un certain moment, opèrent ces choix. Et ça, c'est en effet probablement la partie la plus importante du développement, les mécanismes les plus importants à comprendre. Et certainement pour les organismes comme les mammifères que nous sommes, c'est très peu compris. Donc chez certains insectes, comme la drosophile, qui est un organisme modèle classique, un certain nombre de jolis mécanismes émergent. Ainsi, donc quand un œuf de drosophile se développe, c'est une cellule qui est très grande, et le cytoplasme, donc à un certain moment, on pourrait quasiment dire c'est une cellule, et en fait le cytoplasme de cette cellule, de cet œuf, est déjà fortement différencié. Donc en fait, quand on va regarder au pôle apical de la cellule plutôt qu'à d'autres endroits de la cellule, eh bien, le contenu
en facteurs protéiques est différent. Et donc, quand cette cellule se divise en de multiples sous-cellules, chacune de ces sous-cellules, en fonction du territoire dont elle dérive, hérite en fait un environnement cytoplasmique différent qui conditionnera quelque part cette information qui sera ultérieurement transmise de façon épigénétique. Mais cette espèce de stratification du cytoplasme est beaucoup moins bien comprise chez les mammifères et n'est probablement pas le seul mécanisme qui opère. Mais donc je ne parlerai pas de cette espèce de sacré graal de la différenciation et qui est comment est-ce que les cellules mères effectuent leur choix. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur les mécanismes qui font que ça se maintient dans une lignée cellulaire déterminée au sein d'un tissu particulier. Alors paradoxalement, donc en fait le terme épigénétique est à la mode, mais ce dont je vais vous parler maintenant n'est plus du tout à la mode. Donc en fait, si vous discutez avec des jeunes, c'est-à-dire pas moi, et que vous leur parlez d'épigénétique, il n'y en a plus un seul qui mentionne ça. Alors que moi, quand j'étais petit, ou pas si petit que ça, mais quand j'étais nettement plus jeune, la différenciation, c'était les boucles de rétroaction positive. Donc à l'époque, en fait, des généticiens comme René Thomas à Bruxelles étudiaient ce qu'on appelle des bactériophages. Des bactériophages qui sont en fait des virus qui infectent des bactéries, qui sont parmi les organismes les plus petits et donc les plus faciles à étudier. Et un des bactériophages les mieux connus est le bactériophage lambda. Et ce bactériophage, en fait, il se propage dans des populations bactériennes, dans des cultures bactériennes. Il se propage de deux façons. Soit d'une façon qui est assez agressive, qu'on appelle la phase lytique du bactériophage, qui consiste à, comme le font la majorité des virus que nous connaissons, à se multiplier rapidement au sein d'une cellule, la faire éclater, générant des bébés virus qui vont infecter des cellules voisines, etc. Donc c'est une forme agressive, dite lytique, de propagation de ce phage. Une autre façon, probablement nettement plus paresseuse, mais probablement plus intelligente, qui rappelle fortement la façon dont mon fils a fait ses études, c'est de rester bien calmement dans le génome sous forme dite lysogène. Donc là, en fait, le phage insère son matériel génétique dans le chromosome bactérien et puis ne s'occupe plus de rien. Il laisse la bactérie se multiplier et il la suit d'une façon qui est finalement parasitaire. Donc en fait, la même information génétique peut soit chez cet organisme entre guillemets primitif être propagée soit sous forme lytique, soit sous forme de lysogénie. Et donc les généticiens du début des années 70 et 80 ont consacré énormément de temps à comprendre quelle était la base moléculaire qui permettait à certains phages lambda de se propager de façon lytique, à d'autres de façon lysogénique, et de temps en temps de basculer d'un état à l'autre. Et le principe clé qui sous-tend cette différenciation, c'est ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, dans ce cas-ci positives. Et le principe en est relativement simple. Il est illustré de la façon la plus simple dans cette dia-là, mais qui demande, afin d'être comprise, un minimum de notions de ce qu'on appelle l'opéron, dont on vous a probablement parlé dans les cours précédents, même si on n'a peut-être pas utilisé cette terminologie-là. Mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un gène s'exprime, il faut en quelque sorte qu'il soit allumé. Et allumé implique l'existence d'un interrupteur. Alors on vous montre ici chez les bactéries, on vous montre les 4 types d'interrupteurs de base qui existent. Pour les personnes qui se souviennent des bancs d'école entre vous, c'est Jacob et Monod en fait, qui ont principalement généré ces notions, ce qui leur a valu un prix Nobel, et ce qui domine aujourd'hui encore la compréhension que nous avons des interrupteurs qui peuvent allumer et éteindre des gènes. Donc, comme on vous l'a certainement dit, donc le gène, c'est une entité dans notre génome sous forme d'ADN, mais pour qu'elle s'exprime,
pour qu'elle génère in fine une protéine qui souvent, quoique pas toujours, correspond à un enzyme, il faut d'abord qu'en fait il y ait une étape de transcription. Donc en fait on va générer à partir de l'ADN par transcription, ce qui est le fait d'enzymes qu'on appelle des RNA polymérases, parce qu'elles vont polymériser des molécules d'ARN en utilisant l'ADN comme modèle. Donc ces polymérases, elles vont transcrire un gène, ce qui est la première étape vers l'expression de celui-ci. La seconde étant la traduction, qui consistera à traduire le message encrypté sous forme d'ARN en une protéine qui a une structure tridimensionnelle qui lui est propre. Donc ce qu'on montre ici, c'est quelque part un gène. Donc voilà la partie grise ici, c'est le gène. Et ce que vous voyez ici, c'est une représentation schématique d'une RNA polymérase qui est en passe de transcrire le gène. Alors, il se fait que, malgré le fait qu'une RNA polymérase peut, dans une certaine mesure, reconnaître les gènes à elle toute seule, pour le faire de façon efficace, il faut qu'elle se fasse aider par ce qu'on appelle des facteurs de transcription. Ce sont d'autres protéines qui sont elles-mêmes encodées par d'autres gènes dans le génome, qui après transcription et traduction amènent dans la cellule ces facteurs de transcription. Et donc ces facteurs de transcription, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se poser à proximité du gène qu'ils vont contrôler. Donc ces facteurs de transcription, c'est la composante numéro 1 de l'interrupteur. La composante numéro 2 de l'interrupteur, c'est la séquence se trouvant à proximité du gène. Et donc c'est cette séquence en combinaison avec le facteur de transcription qui constitue l'interrupteur et qui vont décider si oui ou non le gène sera allumé, sera transcrit. Donc en fait, le facteur de transcription, qui est une protéine encodée par un autre gène, elle a la capacité forte de reconnaître la deuxième partie de l'interrupteur qu'on appelle aujourd'hui en anglais des enhancers ou des silencers. Donc je traduis. Un enhancer, c'est un élément qui va accentuer l'expression d'un gène, qui va donc renforcer l'activité de la RNA polymérase, et un silenceur, comme le nom l'indique, c'est un facteur de transcription qui fait le contraire, qui, quand il est présent, inhibe la RNA polymérase. Alors, donc nous avons le gène, la RNA polymérase qui se demande si elle va oui ou non traduire le gène, sa décision étant en grande partie déterminée par l'interaction entre un facteur de transcription et donc ces éléments régulateurs qui se trouvent à proximité du gène. Alors, les facteurs de transcription, ils tombent dans deux catégories. Donc, vous avez d'un côté la régulation positive. Quand le facteur de transcription est lié à la séquence correspondante, il aide la RNA polymérase à agir. Et d'un autre côté, c'est la première colonne, ici vous avez la régulation négative. Ce sont des facteurs de transcription qui vont inhiber l'expression du gène. Ce qui est rudement intéressant et qui a été mis en évidence d'abord par Jacob et Monod, c'est qu'en fait ces facteurs de transcription permettent aux cellules de répondre à des changements dans l'environnement. Donc ce que vous voyez ici, les petits triangles rouges, ce sont des ligands ou des agonistes qui peuvent être des petites molécules qui sont ou ne sont pas présentes dans le milieu en fonction des circonstances, qui viennent se lier sur les facteurs de transcription, modifier leur structure par ce qu'on appelle de l'allostérie et soit permettre l'attachement à l'interrupteur, soit l'empêcher. Donc les deux lignes que vous voyez ici, ce sont des facteurs de transcription que le ligand empêche, quand il est présent, d'aller fonctionner comme interrupteur. Et d'autre part, ici, la deuxième ligne, ce sont des exemples où le ligand en question est requis pour que le facteur de transcription puisse venir stimuler la RNA polymérase. Et donc, vous voyez résumé quelque part ici, et c'est valable non seulement chez les bactéries, mais dans une large mesure également chez nous, quelque part les principes fondamentaux du fonctionnement des interrupteurs qui activent ou qui allument ou éteignent des gènes. Alors, ayant expliqué ça, ça me permet de
de retourner à la boucle de rétroaction positive et vous expliquer comment celle-ci fonctionne. Donc ceci étant dit, moi je baratine ici et j'ai vraiment l'habitude de perdre les étudiants. Donc s'il vous plaît, ne me laissez pas vous perdre. À la moindre question, vous m'arrêtez et je me ferai un plaisir d'essayer d'être plus clair sans prétendre du tout que ça fonctionnera. Mais je me ferai un plaisir d'essayer. Alors, la boucle de rétroaction positive, la plus simple, elle est représentée ici, où vous avez le gène, où vous avez l'interrupteur, et vous avez le facteur de transcription. Et il se fait qu'ici, le facteur de transcription, le gène qui l'encode, c'est le gène qu'il régule lui-même. Okay? Donc, voilà le gène dans un état où il est éteint. Pourquoi est-ce qu'il est éteint? Parce qu'il n'y a pas dans la cellule de facteur de transcription qui est requis pour son activation. Donc, je me trouve dans un état dit stable, éteint. Si cette cellule-ci se divise, le cytoplasme des cellules filles ne contiendra pas le facteur de transcription. Le gène qui était éteint dans la cellule mère restera éteint dans les cellules filles. Voilà une cellule voisine dans laquelle, pour une raison ou pour une autre, et on en revient au mystère, au sacré Graal de la différenciation, qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui fait au départ que la cellule mère sera soit de ce type-ci, soit de ce type-là? Et bien donc en fait ici, on a l'autre scénario, le gène est allumé, donc le facteur de transcription qui est le produit du gène lui-même est présent dans la cellule et ce qui maintient l'activation du gène dans cette cellule. Quand cette cellule se divise, les facteurs de transcription sont répartis uniformément entre les cellules filles, leur concentration peut éventuellement diminuer temporairement dans les cellules filles, mais comme le facteur de transcription est présent, rapidement, en fait, le gène se voit renforcé dans son expression et on maintient donc dans les cellules filles l'état qui était l'état de la cellule mère. Alors, ça, c'est la boucle de rétroaction positive la plus simple. Elle ne comporte qu'un seul élément. Dans la réalité, en fait, vous avez le produit du gène A qui active le gène B, le produit du gène B qui active le gène C, et le produit du gène C qui réactive le gène A. Ça, ce serait une boucle de rétroaction positive simple, mais qui comporte 3 éléments. La réalité est très très rapidement très complexe. Donc vous avez des tas de facteurs de transcription qui régulent les uns de façon positive, les autres de façon négative, une panoplie d'autres cibles. Et la difficulté, quand on fait face à ces réseaux de régulation, c'est de pouvoir prédire le comportement du système. Donc le généticien dont je vous parlais tout à l'heure, René Thomas, est quelqu'un qui a développé des méthodes d'analyse, mais à une époque, en fait, on parle de biologie des systèmes. Aujourd'hui, il en faisait déjà il y a 20 ans, dans lequel, en fait, il essayait par différentes façons de pouvoir prédire le comportement de réseaux de régulation comportant à la fois des boucles de rétroaction positives et négatives de façon prédictive. Et donc, en fait, il arrivait avec des règles relativement simples à différencier les deux états de base, quelque chose qui, in fine, fonctionne comme une boucle de rétroaction positive, et puis alors un autre ensemble de réseaux qui fonctionne, in fine, comme une boucle de rétroaction négative. Mais donc ça, c'est, je crois, le premier mécanisme épigénétique à prendre en compte. Donc le gène est exactement le même dans ces deux lignées cellulaires, mais grâce à l'existence de ces boucles de rétroaction, une panoplie de gènes peut être allumée dans un type cellulaire alors qu'il est éteint dans un autre, et ça se maintient comme ça, de génération cellulaire en génération cellulaire. Alors on y reviendra tout à l'heure, mais donc ce qui est intéressant, je dirais 2 mots sur le cancer. Donc ce qui me paraît intéressant, c'est que cette notion-ci, par exemple, à l'heure actuelle dans la littérature sur le cancer, elle est absolument absente. Donc il n'y a personne en fait qui, aujourd'hui à ma connaissance, envisage ce mécanisme, alors que moi je veux bien parier qu'en fait c'est quelque chose qui contribue au maintien de l'état cancéreux. Et donc ce qu'on montre simplement ici, c'est que donc si d'une façon ou d'une autre, donc à partir de la cellule, à partir du zygote,
Donc, et au cours des divisions cellulaires, donc, des gènes, des facteurs de transcription s'allument dans la moitié des cellules, eh bien, en fait, on arrive assez rapidement à une population de cellules qui sont caractérisées chacune par leur combinaison propre de facteurs de transcription, s'intégrant dans des boucles, dans des réseaux d'interaction, de régulation propres, qui pourraient contribuer au fait que chacune de ces cellules ici donne naissance, in fine, à un clone de cellules se différenciant dans leur voie propre, déterminée par un choix de gènes exprimés, reflétant directement cette combinaison de facteurs de transcription. Donc ça, pour moi, c'est le premier mécanisme épigénétique à retenir. Alors nous allons maintenant rentrer dans deux mécanismes épigénétiques qui aujourd'hui sont beaucoup plus à la mode, à tel point qu'un certain nombre de personnes vous diront, quand ils parlent d'épigénétique, ils vont dire c'est ça l'épigénétique. Donc pour moi, l'épigénétique, c'est des mécanismes héréditaires qui maintiennent des différences entre des lignées cellulaires alors que celles-ci ont un génome exactement le même. Donc qu'est-ce qui fait qu'on utilise une information de façon différentielle et que ce choix puisse se propager de cellule mère en cellule fille. Deuxième mécanisme, méthylation de l'ADN. Donc là, la séquence de l'ADN dans les deux cellules sera la même, mais on va rajouter des cerises sur le gâteau, j'ai envie de dire. Donc on va modifier, après la réplication de l'ADN, les nucléotides qui constituent l'ADN par un processus qu'on appelle de la méthylation. Et cette méthylation va d'une part se propager de cellules mères en cellules filles et d'autre part, elle va déterminer si un gène doit ou ne doit pas être exprimé. Donc il est vrai que, d'une façon générale, quand les interrupteurs de gènes sont méthylés, cela corrèle avec le fait que le gène n'est pas utilisé, alors que quand ce même interrupteur n'est pas méthylé, le gène est utilisé. Donc c'est potentiellement quelque chose qui agit en amont des facteurs de transcription, qui pourrait tout simplement, lors de méthylation, bloquer l'accès à l'interrupteur par le facteur de transcription. Alors les méthylations dont on parle chez nous, chez les mammifères, sont relativement simples. Elles sont dominées à 99% par une modification qui est représentée dans le schéma ici. Donc ça, c'est une base. Quand on regarde l'ADN, ce sont donc des échelons qui sont accrochés à des montants, et les échelons sont constitués de ce qu'on appelle des paires de bases, dans lesquelles il y a toujours une grosse base, une purine, qui fait face à une petite base, une pyrimidine. Les grosses bases, c'est soit A, soit G, faisant respectivement face à T et C. Donc on voit ici A toujours en face de T, G toujours en face de C, etc. Okay. Alors, celle-ci, la cytosine, c'est donc une base pyrimidique dont la structure est représentée ici. C'est ça qui constitue la moitié du montant. Et en fait, on voit que celle-ci peut exister sous deux formes. Donc la première forme, j'ai envie de dire native, c'est celle qui sera la seule à caractériser l'ADN quand il vient d'être synthétisé, quand il est synthétisé par une DNA polymérase. Okay? Donc c'est ceci qui est introduit, ça c'est la forme de base de l'ADN. Mais certaines cytosines peuvent en fait être après la réplication modifiées. Donc vous avez des enzymes qu'on appelle des méthylases qui peuvent venir rajouter un CH3, ce qu'on appelle un groupement méthyle, en position 5 du cycle pyrimidique. Donc ça, c'est la modification de l'ADN qui, de loin, domine celle qu'on rencontre dans notre génome. Et la particularité, c'est que ces méthylations ne sont rencontrées sur des cytosines que si celles-ci sont suivies d'un G. Donc en fait, on ne les rencontre que dans ce qu'on appelle un dinucléotide CG. Donc là, on peut éventuellement avoir une méthylation. Ce n'est pas obligatoire. Par contre, des cytosines qui ne sont pas suivies d'un G ne seront virtuellement jamais méthylées dans notre génome. Donc ce qu'on voit ici, c'est une cellule, l'ADN d'une cellule mère, ou un petit bout d'ADN dans une cellule mère.
Et pour essayer d'illustrer le propos, l'image vous montre deux dinucléotides CPG. On les appelle CPG parce qu'en fait, c'est séparé par un groupement phosphate ici. Donc j'ai un premier CG ici, dont on vous montre qu'il n'est pas méthylé. Et puis j'ai un deuxième dinucléotide CPG ici, qui lui est méthylé. Donc la cellule mère a pris la décision de méthyler certains CPG et de ne pas en méthyler d'autres. Si celui-ci se trouve à proximité du gène A, il sera probablement éteint dans cette cellule, alors que si celui-ci se trouve à proximité du gène B, le gène B sera probablement allumé dans cette cellule. Donc c'est une façon de marquer l'état on ou off des interrupteurs de gènes et de contribuer ainsi à la liaison ou non des facteurs de transcription. Alors ce qui est intéressant avec la méthylation de l'ADN, c'est que, comme pour les boucles de rétroaction positive, nous comprenons son essence épigénétique. Nous comprenons pourquoi, si une cellule mère a effectué ce choix, le mécanisme même de méthylation va faire que ce choix va se propager dans les générations cellulaires suivantes. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand cette cellule décide de se multiplier, de se diviser et donner deux cellules filles dont nous voyons l'ADN ici? Elle va d'abord répliquer son ADN. Donc, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir la double hélice et chaque brin va servir de modèle à un brin dit néosynthétisé. Donc, l'ADN, je crois que je l'avais dit au premier cours, c'est bizarre. L'ADN, c'est redondant. Quand je connais la séquence d'un montant, je sais quelle est la séquence de l'autre. Elle est dite complémentaire. Pardon. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce que la cellule dépense de l'énergie à mettre la même information deux fois dans la cellule? Ça a l'air d'être du gâchis. Et bien, en fait, ce gâchis est probablement requis pour pouvoir répliquer l'ADN, puisque quand je sépare les deux montants de l'hélice, j'ai deux modèles qui serviront chacun pour la réplication, le copiage et la genèse de deux doubles hélices identiques à l'unique que possédait la cellule mère avant de décider de se répliquer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand une cytosine est introduite dans l'ADN par réplication, eh bien, en fait, il n'y a pas de méthylation. Donc, après la phase dite S de réplication de l'ADN, quand on regarde cet ADN, on voit que le CG qui n'était pas méthylé chez la cellule mère ne l'est toujours pas chez la future cellule fille, ou donc dans la deuxième molécule d'ADN générée, alors que le CG qui était méthylé, lui, se retrouve maintenant, comme on dit, hémiméthylé. Méthylé sur un brin, mais pas encore sur l'autre. Et donc, on voit exactement la même chose dans la deuxième copie d'ADN. Ce qui n'était pas méthylé reste non méthylé. Ce qui est hémiméthylé, ce qui était méthylé se retrouve hémiméthylé. Il se fait que dans ces cellules, dans le noyau, se promènent des enzymes qu'on appelle des méthylases d'ADN de maintien qui sont à la recherche de ces CPG hémiméthylés. Et quand elles les trouvent, méthylent le nouveau brin complémentaire. Donc en fait, la méthylation par ces enzymes de maintenance restitue l'état de méthylation identique à celui qu'on trouvait dans la cellule mère, simplement en reconnaissant ces états hémiméthylés. Et quand on explique ça, on a beaucoup expliqué, on a beaucoup compris, on voit, on devine un mécanisme de transmission d'une marque épigénétique sur le génome. Ce que la mère a décidé de méthyler par ce mécanisme tout simple qui réside dans l'affinité qu'a la méthylation pour des sites hémiméthylés se propage de cellule mère en cellule fille. Donc ça, c'est tout à fait satisfaisant. Alors, dernier mécanisme épigénétique qui est le plus, entre guillemets, couru à l'heure actuelle, alors qu'il est le moins bien compris, il n'y a rien de mal là-dedans, mais c'est ce qu'on appelle le code d'histone qui constitue, donc, ou qui est le secret de ce qu'on appelle la modification de la chromatine ou la modification des histones. Donc en fait, quand on regarde en microscopie électronique un noyau de cellules, donc en fait ça c'est le noyau et on devine des machins gris dans le noyau. Oublions pour l'instant cette espèce de poire là qui est le nucléole. Mais donc on devine ici des choses
grise plus ou moins foncée. Ça, en fait, c'est l'ADN. L'ADN ne se trouve pas nu dans le noyau. Il est habillé par des protéines. Ces billes sont constituées de 8 protéines qu'on appelle des histones et que l'on qualifie avec les sigles H2A, H2B, H3 et H4. Ça, c'est quelque chose qui date de Mathusalem. Donc, en fait, quand on regarde la séquence en acides aminés de ces histones, eh bien, si vous regardez le petit pois et la vache, dont l'ancêtre commun à un certain moment était présent sur la Terre, mais ça date, comme je disais, de Mathusalem. Donc, en fait, à un certain moment, cet ancêtre commun entre le petit pois et la vache, il avait déjà ces histones. Et donc, en plusieurs centaines de millions d'évolutions indépendantes, il y a eu, pour je ne sais plus lequel des trois, il y a une différence en acides aminés entre le petit pois et la vache et l'homme. Donc en fait, ça n'a pas bougé, tellement c'est optimisé, tellement c'est essentiel. Mais donc, la chromatine, notre ADN dans le noyau, s'y trouve complexé à des protéines, dont l'immense majorité sont ces histones qui forment des billes qu'on appelle des nucléosomes. Alors, donc ces protéines, ce sont elles-mêmes des filaments constitués d'acides aminés. Et ce qu'on vous montre ici, ce sont les mêmes histones, et on vous montre l'extrémité dite aminoterminale de la protéine. Donc en fait, les biochimistes reconnaissent dans une protéine la tête et la queue, en quelque sorte. Ceci, c'est la tête de la protéine, c'est l'extrémité aminoterminale. Et il se fait que, quand on regarde les nucléosomes, quand on regarde ces petites billes, ce sont des petites billes poilues. Donc en fait, ces queues aminoterminales, je ne veux pas dire ces queues aminoterminales, parce que j'ai dit que c'était la tête. Mais donc en fait, ces coups avec une tête aminoterminale sortent de la bille et lui donnent une apparence poilue. Alors, ces extrémités sont sujettes à des modifications chimiques qui, quelque part, rappellent la méthylation de l'ADN, si ce n'est qu'elles sont beaucoup plus diverses. Donc, vous avez de la méthylation qui ressemble très fort à la méthylation de l'ADN, si ce n'est qu'au lieu de se trouver sur la cytosine, ça se trouve sur un acide aminé. Ces lettres ici font référence à des acides aminés particuliers, donc c'est un chapelet d'acides aminés. Et donc vous voyez l'ensemble de ces modifications, méthylation, phosphorylation, acétylation, ubiquitylation, et on en découvre des nouvelles à peu près tous les mois. Alors on a essayé de comprendre pendant de nombreuses années quelle était la signification de ces modifications. Est-ce que c'est quelque chose qui c'est du bruit ou est-ce que ça a une signification particulière? Et on sait aujourd'hui que on peut interpréter ces modifications en suivant un code qu'on appelle le code d'histone et qui permet de différencier dans le génome des états chromatiniens différents. Donc il y a certaines choses qui correspondent à des interrupteurs allumés et à des interrupteurs éteints. Je crois que pour l'objet de la discussion d'aujourd'hui, en fait, il suffit de faire référence à ça. Donc ce que vous voyez ici, ce sont les différents états, avec ici la formule en termes de modification des histones. Donc ce sont des méthylations, vous devinez méthylation, il doit y avoir de l'acétylation, etc. Et donc en fait, ce code d'histone définit des états chromatiniens particuliers qui se transmettent de cellules mères en cellules filles. Donc ce sont ces annotations, mais on aurait pu imaginer tout à l'heure que quand je parlais de la méthylation, on avait un marqueur fluo jaune et c'était un type d'annotation. Ici, un peu comme l'indique le code couleur ici, c'est comme si en fait on pouvait faire des annotations en de multiples couleurs, mais qui ont des significations fonctionnelles essentielles. Et donc ça se transmet au sein des cellules qui constituent un tissu de façon fidèle, de cellule mère en cellule fille. Il se fait que dans le cas de ces modifications de la chromatine, on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi ou comment ça peut se transmettre de cellule mère en cellule fille, alors qu'on le comprend raisonnablement bien pour les boucles de rétroaction positive, pour la méthylation de l'ADN. Ici, on constate que ça se propage, mais on ne sait pas quel est le mécanisme de propagation. C'est simplement pour vous montrer des cartes qui sont générées à l'heure actuelle, où on vous montre un morceau de notre génome avec ici des gènes, qui sont donc en fait on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gènes dans la région correspondante, qui est une petite région. Et donc en fait on voit ici le paysage
épigénétique en termes de code d'histone pour cette région génomique dans différents types cellulaires, dans différents tissus. Et donc en fait, on voit les marques qui sont tissus spécifiques et qui, quelque part, renseignent la cellule quant à l'utilisation qu'elle doit ou ne pas faire des gènes correspondants, et probablement plus finement que ça, quel est le type d'utilisation, l'intensité d'utilisation qu'elle doit en faire. Donc, simplement, j'ai mis la dia ici pour ne pas oublier un mot sur le cancer qui forcément nous concerne, nous interpelle tous. Donc, probablement que le dogme qui prévaut à l'heure actuelle, c'est que le cancer est une maladie génétique. Donc d'abord, il faut bien se rendre compte que, et de nouveau, ces notions bougent, mais je crois qu'il est raisonnable, de façon un peu simplifiée, de dire qu'une tumeur correspond à un clone cellulaire. Donc ça dérive en fait d'une cellule ancêtre commun où quelque chose s'est mis à dysfonctionner, qui fait que cette cellule, ces cellules et ses descendances se mettent, un, à moins mourir qu'elles ne devraient, et deux, à croître sans prendre garde des signaux que l'organisme lui donne pour essayer de freiner la croissance. Alors, donc, on considère à l'heure actuelle, certainement en grande partie à raison, que ce qui différencie le clone tumoral des autres cellules, c'est d'abord des mutations. Donc en fait, ce clone, un peu comme des tissus, toute la descendance a un comportement commun et qui se transmet de cellule mère en cellule fille. Mais dans ce cas-ci, cette différence est une différence génétique. Il y a des différences quant à la séquence nucléotidique de ce clone cellulaire par opposition aux cellules normales. Et ce sont ces mutations de l'ADN qui sont le secret de son comportement anormal. Donc on se rend compte de plus en plus que à ces différences génétiques viennent s'ajouter un certain nombre de différences épigénétiques. On pourrait même imaginer qu'un cancer soit entièrement épigénétique, au moins conceptuellement. Donc les trois mécanismes dont je vous ai parlé, eh bien en fait, on les retrouve au moins dans certaines tumeurs, dont le comportement anormal n'est au moins en partie pas le résultat de mutations qui affectent la séquence de l'ADN, mais de marques, d'empreintes sur le génome qui font que ce clone cellulaire utilise son génome de façon, j'ai envie de dire, illégitime. Et donc de façon intéressante, on étudie à l'heure actuelle fortement la méthylation de l'ADN dans le cancer, fortement la modification de la chromatine, et pas fortement du tout, à ma connaissance, les boucles de rétroaction positives. Donc en fait, on a vu jusqu'à présent que j'ai presque envie de dire, dans un organisme que l'on ferait pousser, j'ai envie de dire, dans un environnement protégé, isolé, eh bien en fait la différenciation cellulaire recourt à de l'épigénétique pour déterminer, pour définir la nature des différents tissus. Donc en fait on n'a pas beaucoup parlé d'effets d'environnement quand on mentionne ça. C'est comme si c'était quelque chose qui est totalement indépendant de l'impact de l'environnement sur l'organisme. Or, en fait, nous savons bien que notre devenir est déterminé et ce qui nous sommes est déterminé en grande partie par des facteurs d'environnement. Nous savons que si nous fumons, nous augmentons considérablement notre risque de faire un cancer du poumon. Que si nous mangeons trop de sucreries et ne faisons pas assez de sport, nous augmentons fortement le risque de faire un diabète de type 2 et éventuellement des pathologies cardiovasculaires ultérieurement, etc. Donc on peut se poser la question, tiens, comment est-ce que ces facteurs d'environnement affectent notre organisme, ce qui, quelque part, en bout de course, doit quand même se refléter dans une utilisation différentielle d'un certain nombre de cellules de leur génome. Alors, donc, il y a certainement une panoplie de mécanismes qui interviennent, mais ce que l'on croit à l'heure actuelle, c'est que des expositions éphémères à des facteurs d'environnement nocifs peuvent en fait générer des effets qui vont perturber
au-delà de l'exposition aux facteurs de risque, parce qu'en fait, elles modifient des mécanismes épigénétiques. Donc, elles vont soit perturber des boucles de rétroaction positives, soit à un certain moment perturber de la méthylation à certains endroits du génome, soit modifier la chromatine. Et comme ces mécanismes sont des mécanismes épigénétiques qui peuvent se transmettre à la descendance, une fois qu'à un moment déterminé dans le temps, on a changé les annotations dans le génome, si les mécanismes qui vont propager cette information sont toujours en place, cette information corrompue va en fait se maintenir au cours éventuellement de la vie de l'organisme. Donc en fait, on étudie beaucoup à l'heure actuelle les effets épigénétiques de facteurs de risque environnementaux. Et comme on a la possibilité aujourd'hui d'étudier la méthylation et les modifications de la chromatine à large échelle, donc on peut le faire pour l'entièreté du génome d'un coup, j'ai envie de dire, on étudie les effets de ces facteurs d'environnement sur l'épigénétique et comment ceci pourrait éventuellement mener à une modification de l'exécution du programme génétique et ce faisant à éventuellement l'expression d'un certain nombre de pathologies. Donc, ce qui me paraît important là-dedans, c'est qu'il y a potentiellement un mécanisme qui permet à une exposition éphémère d'avoir des effets persistants. Donc en fait, on va passer maintenant à ce qui est probablement la partie la plus intrigante et la plus controversée de ce qu'on met dans la boîte épigénétique. Donc pour l'instant, nous nous sommes limités à décrire des mécanismes épigénétiques qui expliquent pourquoi des cellules filles ressemblent à la cellule mère, qui expliquent éventuellement qu'un facteur d'environnement puisse perturber les marques épigénétiques dans une cellule et que ces perturbations se transmettent aux cellules filles. Mais on s'est limité à un individu, un organisme et à sa vie propre. La question qui se pose, c'est de savoir si des mécanismes épigénétiques ou des marques épigénétiques peuvent se transmettre de façon dite intergénérationnelle, c'est-à-dire de parents à leurs enfants à travers la lignée germinale. Donc en fait, on va se poser la question, est-ce qu'il y a une transmission intergénérationnelle de ce qu'on appelle aujourd'hui des épiallèles? Donc on sait que nous ne sommes pas identiques d'un point de vue génétique parce que les allèles que nous avons reçus de notre mère ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on a reçus de notre père, etc., se transmettent dans la population, ce qu'on appelle des variants génétiques, et ce, au niveau de chaque gène. Ces variants génétiques ou ces allèles de gènes, ils se différencient les uns des autres parce que la séquence n'est pas la même. Donc vous avez entendu parler beaucoup de polymorphisme génétique et de variants génétiques. C'est ça qui contribue de façon principale à la différence génétique entre individus dans une population déterminée. Maintenant que nous avons vu que des allèles ou des séquences de gènes, même identiques, peuvent se voir différenciées, non pas par leur séquence, mais par les modifications, qu'il s'agisse de méthylation ou des modifications de chromatine, mais qui vont affecter le fonctionnement de ces allèles, on peut se poser la question, tiens, est-ce que ça pourrait éventuellement se propager des parents aux enfants? Donc là, il est essentiel de distinguer la situation chez les plantes et la situation chez les animaux. Et pour être sûr de bien clarifier les choses, chez les plantes, la science est très avancée et il n'y a pas d'équivoque. Ce genre de choses existe. Chez les animaux et en particulier chez l'homme, c'est beaucoup, beaucoup plus vague et incertain. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre chez les plantes? Donc, il y a un monsieur que vous connaissez probablement d'Uppsala en Suède qui s'appelle Linnaeus, qui est en fait quelque part le premier systématicien de la biologie, qui devait être une espèce d'encyclopédie ambulante et qui classait les plantes, les animaux en différentes espèces et nous faisait des catalogues de milliers d'espèces différentes. Et donc à un certain moment, il rencontre, on lui amène en Suède, on lui amène une plante qui, pour ce qui est de tous ses aspects, ressemble étonnamment à celle-ci,
auquel il a donné le nom de Linaria vulgaris. Mais elle est très très différente quant à l'aspect de la fleur, à tel point qu'en fait il va lui donner le nom de Peloria, ce qui veut dire monstre. Et donc en fait il dit, ceci n'est certainement pas moins remarquable que si une vache donnait naissance à un veau avec une tête de loup. Donc en fait ça perturbe quelque part toute l'idée qu'il se fait et sur lequel repose sa classification, qui est que des parents génèrent des enfants qui leur ressemblent. Et donc il y a très très peu d'années, très très récemment, des généticiens donc, ont étudié quelle était la base moléculaire qui explique ces différences. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était génétique, qu'il y avait des allèles, pour un gène, des allèles différents dans la forme Peloria et la forme classique, mais que la différence entre ces allèles n'était pas la séquence, mais était le degré de méthylation de l'allèle. Et que chez les plantes, cet allèle anormalement méthylé se transmet tel quel à la génération suivante, ce qui fait qu'on a des familles de monstres, dans lesquelles on est, comme papa et maman, un monstre qui se respecte. Et la différence génétique ici, ce n'est pas un allèle au sens classique, avec une différence de séquence, c'est un épi-allèle. C'est le premier exemple. Il y en a un grand nombre de connus maintenant chez les plantes. Alors, donc on parle parfois d'épi-allèles métastables. Donc le terme métastable ici veut dire que ces allèles, ces épi-allèles, eh bien en fait, ils sont beaucoup moins stables que s'ils se différenciaient les uns des autres par la séquence d'ADN, qui est quelque part quelque chose qui est encodé de façon dure dans le génome. Ici, c'est une modification, j'ai envie presque de dire superficielle, qui est relativement instable. Et ce qui fait qu'on peut passer d'un état à l'autre. Donc, si je fais partie d'une famille de monstres, eh bien, de temps en temps, en fait, un de mes enfants ne le sera pas parce que l'allèle a basculé dans l'autre état. Il a perdu sa méthylation. Et inversement, dans une famille normale, on va voir apparaître de temps en temps un allèle muté. On bascule dans l'autre état épiallèle. Donc, on parle souvent, dans ce cas-là, de ce qu'on appelle des épiallèles métastables. Et la question est de savoir, mais qu'est-ce qui fait basculer les allèles d'un état à l'autre? Ce qu'on sait, c'est que c'est quelque chose qui est relativement fréquent. Alors, il y a différents mécanismes qui font qu'on peut passer d'un état à l'autre. Il y a un ensemble d'allèles qui constituent une espèce de joli chapitre dans les bouquins modernes de génétique, où c'est ce que je vais appeler, je ne devrais pas utiliser ce terme-là parce que ça, pour les généticiens, ça prêterait à confusion, mais ce que je vais appeler quand même de la conversion interallélique. Donc, ces allèles, les uns méthylés et les autres pas, vont se rencontrer au sein d'un individu, si cet individu a reçu l'allèle méthylé d'un parent et l'allèle non méthylé de l'autre. On va avoir un individu que l'on qualifiera de épi-hétérozygote, j'ai envie de dire, et donc chez qui vont coexister les deux formes. Eh bien, il y a une petite sous-famille d'allèles où ceux-ci sont en mesure de se parler l'un l'autre et l'un convertit systématiquement l'autre à son état. C'est ce qu'on appelle des paramutations. Donc il existe par exemple chez le maïs des mutations qui affectent la couleur de la plante du maïs, qui est bleue ou verte, et la différence entre ces deux états, ce sont des épiallèles. Donc il y a un gène quelque part qui est méthylé dans la première qui est méthylé dans la première forme et qui ne l'est pas dans l'autre. Ne nous attardons pas sur le détail de la figure. Le principe est très simple. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. C'est le même gène. Méthylé, ça donne cette couleur-là. Non méthylé, ça donne cette couleur-là. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que si vous croisez deux formes comme celle-ci, vous générez donc un individu hétérozygote. Eh bien, systématiquement, une des deux formes va convertir l'autre dans son état. Donc, en fait, on a là une situation où le passage d'une forme vers l'autre dépend de la coexistence à un certain moment des deux allèles au sein
des mêmes cellules d'un individu, de la lignée germinale, d'un individu hétérozygote. C'est ce phénomène de paramutation. Alors, s'il n'y avait que cette conversion, ben, tout le monde devrait être dans l'état méthylé depuis le temps qu'on est là. Donc, en fait, il y a quelque chose qui régénère régulièrement l'autre forme, de telle sorte qu'on arrive à un certain équilibre entre les deux. Une des questions qu'on se pose fortement à l'heure actuelle, où nous nous soucions fortement de l'effet de l'environnement sur notre bien-être, c'est est-ce que le passage d'une forme à l'autre pourrait être déterminé non pas par le fait que l'on rencontre par hasard chez un individu hétérozygote l'autre forme, mais pourrait être déterminé par l'environnement. Est-ce qu'en fait, c'est l'environnement dans lequel l'organisme se développe qui déterminerait éventuellement la probabilité de passage d'un état métastable à l'autre? Alors, il y en a peut-être, mais je ne les connais pas chez les plantes, et je n'ai pas pris suffisamment de temps pour aller chercher, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on commence à au moins en cerner. Mais quand on dit ça, en fait, et qu'on est un peu généticien, on ne peut pas s'empêcher de penser à Lamarck. Alors simplement, pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde et en caricaturant un peu, donc le dogme quant au mécanisme évolutif à l'heure actuelle, qui est un dogme tel que si un prof n'entendait pas ce que je vais vous dire, ben, il pèterait l'étudiant. Je ne vais pas utiliser ce terme, il serait pas content. Eh bien, c'est le fait que notre génome est une molécule qui a la capacité de se répliquer, mais les mécanismes de réplication sont imparfaits. Il y a des erreurs, mais ces erreurs sont non dirigées. Elles sont stochastiques, elles sont aléatoires, elles se font de façon aveugle. Donc simplement, vous avez un système qui est un réplicateur, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est donc notre ADN, notre génome, qui est capable de se répliquer, qui est capable de transmettre les copies à la génération suivante, mais qui fait ça de façon imparfaite, de telle sorte qu'en fait, on injecte en permanence dans la population des nouveautés, mais ces nouveautés sont créées sans la moindre téléonomie. Il n'y a aucune vision. Il n'y a aucun impact de l'environnement dans lequel on est. Au pire, la fréquence des mutations pourrait être augmentée, mais la nature de celle-ci est totalement aléatoire. Et puis intervient dans un deuxième temps la sélection naturelle, qui va aller choisir parmi la panoplie de nouvelles combinaisons générées entièrement par hasard, ces combinaisons qui, par hasard, se portent mieux dans l'environnement, qui est l'environnement prévalent, là et au moment où l'organisme se trouve. Donc ça, c'est la sélection darwinienne. Ce sont les bases mêmes de la sélection darwinienne. Il y a un pauvre scientifique qui devait être brillant, Lamarck, qui a proposé toute une série de choses qui se rapprochaient étonnamment de Darwin à l'époque, le transformisme, etc., mais qui a postulé qu'il existerait potentiellement des mécanismes qui permettraient que les modifications, que les mutations, que les nouvelles variations qui apparaissent quand on passe d'une génération à l'autre soient quelque part modulées par l'environnement dans lequel vivait l'individu. Et donc, pendant un siècle et demi, ça a été considéré comme étant une erreur conceptuelle idiote et qu'il fallait à tout prix rejeter. Ça ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas d'évolution de type lamarckienne dans la nature. Alors, tout le monde sait bien que les dogmes en science, heureusement, ils sont là pour être détruits. Et le dogme darwinien pur, en fait, il est régulièrement testé par des gens qui aimeraient bien, surtout des Français probablement, qui aimeraient bien en fait voir ressurgir la réputation de leur Lamarck. Et donc, si on avait en fait un système de ce type-là, dans lequel l'environnement peut modifier les marques sur le génome et que ces modifications soient en fait transmises à la génération suivante, on aurait quelque chose qui se rapproche étonnamment
du dogme lamarckien. Et donc ça ne m'étonnerait pas qu'en fait on voit assez rapidement apparaître des choses comme ça dans le monde des plantes, où la transmission d'épi-allèles est quelque chose qui est largement démontré. Maintenant, donc il faut toujours relativiser quand même. Donc si vous regardez la génétique des plantes, c'est quand même à 95% de la génétique classique, mais en fait on voit émerger d'autres mécanismes, dont les épi-allèles. Alors, est-ce que ça nous affecte, nous, animaux, également? Le dogme qui prévaut en génétique animale, c'est non. Pourquoi? Parce que quand le génome d'un individu est transmis à la génération suivante, eh bien, en fait, la première chose qui se passe, c'est qu'on efface toutes les marques. Donc, c'est un dogme. Donc ça, c'est quelque chose qui essaie de résumer ça, qui vous dit, à plusieurs étapes lors du développement, DNA methylation removed, ça veut dire j'enlève les marques de méthylation. Je rajoute des nouvelles marques de méthylation, j'enlève les marques de méthylation, etc. Donc, dans la lignée germinale, une des choses qui est caractéristique, c'est que on a toute raison de penser que toute marque épigénétique est effacée, le génome est remis à nu, et va acquérir forcément des nouvelles marques, mais qui sont indépendantes de ce qui existait chez le parent. Donc tout est remis à zéro. Donc a priori, aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser que des épi-allèles, s'ils existent chez les plantes, n'existent probablement pas chez les animaux. Alors on objecte souvent à cette affirmation le concept d'empreinte parentale. Donc là, vous avez en effet des allèles qui peuvent coexister dans la population, qui se différencient uniquement sur base de marques épigénétiques et qui, dans ce cas-ci, distinguent l'allèle qu'on a reçu de papa de l'allèle qu'on a reçu de maman. Donc nous avons, je ne sais pas si je l'avais raconté lors du premier cours ou pas, mais je vais reprendre l'histoire parce qu'elle est assez rigolote. Donc il se fait que nous avons 20 000 gènes, de l'ordre de 20 000 gènes, et pour l'immense majorité d'entre eux, nous sommes en mesure de lire à la fois l'encyclopédie paternelle et maternelle. Donc les deux chromosomes, les deux exemplaires que nous avons pour chaque chromosome, ce qui veut dire que pour chacun de ces gènes, nous avons une copie paternelle et maternelle, eh bien nous pouvons consulter, nos cellules peuvent consulter, utiliser autant l'allèle paternel que l'allèle maternel, ce qui veut dire que si une des deux copies est défectueuse, ben vous allez pouvoir utiliser l'autre copie défectueuse. Moi, dans ma tête, ce mécanisme de diploïdie, le fait qu'on a tout en double, eh bien, c'est ce qu'il a fallu inventer pour pouvoir fonctionner avec 20 000 gènes. Il est virtuellement impossible d'avoir une copie intacte de chacun des 20 000 gènes si on se contente d'un exemplaire de l'encyclopédie. On en prend deux pour être sûr que chaque gène soit présent au moins en une copie fonctionnelle chez la majorité des individus. Donc la diploïdie, elle a l'air utile étant donné l'ambition que nous avons de vivre avec 20 000 gènes. Paradoxalement, dans ce contexte, il y a de l'ordre de 150 gènes jusqu'à nouvel ordre pour lequel, en fait, l'organisme, nous autres, on se fiche de la diploïdie. On va décider a priori qu'on va ne pas regarder une des deux copies. Et pour la moitié de ces gènes, on ignore la copie paternelle, et pour l'autre moitié des gènes, on ignore la copie paternelle. Elles sont marquées de façon épigénétique, entre autres par méthylation, et on refuse de l'utiliser. Si la copie qui reste est défectueuse, on meurt. Okay? Donc, malgré le fait qu'on a deux copies, on refuse de regarder une des deux copies. Pour la moitié de ces 150 gènes dont on dit qu'ils sont soumis à l'empreinte parentale, c'est la copie paternelle qui est ignorée. Pour l'autre moitié, c'est la copie maternelle. Alors on pourrait dire, ce sont des épi-allèles, ce qui est vrai. Mais la transmission de ces épi-allèles d'une génération à l'autre ne se fait pas du tout
comme pour les fleurs que nous avons vues tout à l'heure. Il n'y a pas de famille dans laquelle on utilise la copie paternelle, dans laquelle la copie A, et d'autres familles dans lesquelles on utilise la copie B. Ça répond systématiquement à un pattern précis qui est que pour certains gènes, c'est la copie paternelle qui est ignorée, pour d'autres, la copie maternelle. Donc en fait, ceci essaye d'illustrer le cycle de vie, j'ai envie de dire, de ces 150 gènes soumis à l'empreinte en montrant 2. Et donc je redécouvre le schéma avec vous. Donc on vous montre un petit bout de chromosome. La convention, c'est que le chromosome d'origine maternelle est peint en rouge et celui d'origine paternelle en bleu. Et donc ce qu'on fait, c'est on vous montre 2 gènes soumis à l'empreinte. Ils sont voisins, ce qui est souvent le cas. Donc pour le premier gène au-dessus, on voit que c'est la copie paternelle qui est allumée, l'autre est éteinte. En fait, elle est méthylée. Mais pour l'autre exemplaire, je vous dis, la moitié des gènes, c'est comme ceci. L'autre moitié des gènes, c'est l'autre scénario. C'est la copie maternelle sur le chromosome rouge qui est allumée. La copie paternelle sur le chromosome bleu est éteinte. Donc ça, ce sont ces gènes soumis à l'empreinte. Il y en a 150. Alors, donc voilà un fœtus qui a hérité de ces 2 chromosomes. Voilà la façon dont il utilise l'information. Il ne veut pas utiliser la copie maternelle pour celui-là et il ne veut pas utiliser la copie paternelle pour celui-là. Il va grandir. Il a une lignée germinale. Je ne vais pas aller regarder ce qui se passe dans sa lignée germinale. Okay, il va être pubère à un certain moment. Il va produire des gamètes. Ces gamètes sont issus de la lignée germinale. Qu'est-ce qui se passe dans la lignée germinale? On efface tout. Donc, exactement comme selon le dogme qui prévaut à l'heure actuelle pour les animaux, on efface toutes les marques de staphylococcus sont effacées dans la lignée germinale. Et alors, suivant que ce fœtus est un fœtus de sexe féminin ou de sexe masculin, il y a dans la lignée germinale une machinerie qui va systématiquement imposer les marques féminines si c'est un fœtus femelle et les marques masculines si c'est un fœtus mâle. Et donc les gamètes vont fusionner avec, pour ces gènes, des marques qui ont été réintroduites lors de la gamétogenèse, qui ne sont pas des marques qui ont été transmises telles quelles du fœtus à la génération suivante. Donc ça ne rentre pas du tout dans cette catégorie d'épiallèles qui expliquerait de la variation génétique dans la population. Ici, tout le monde fonctionne exactement selon le même schéma. Alors la question qu'on se pose, c'est mais quel est l'intérêt évolutif de l'empreinte parentale? Tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a que des désavantages, puisque la diploïdie, c'était quelque chose qui était utile, qui permettait à des individus de survivre, qu'ils n'auraient pas survécu s'ils n'avaient qu'un exemplaire du génome. Comment est-ce que la nature a choisi à essentiellement opter pour ce système-là? Est-ce que je vous ai raconté ça la première fois ou pas? C'est sur l'infidélité dans les... Ah ben je vais vous le raconter. Donc prenez ceci comme un intermezzo ludique. Mais ça correspond à la réalité et ça permet d'introduire, je crois, une notion rudement importante, qu'il convient de réfléchir à la biologie de façon gène-centrique. Lisez le livre The Selfish Gene de Richard Dawkins, qui est un bouquin classique qui est sorti durant les années, je ne sais plus, il y a longtemps, durant les années 80, et dans lequel, en fait, il interprète la biologie en se mettant systématiquement dans les chaussures des gènes. Essentiellement, il réduit la vie à une compétition entre gènes, nous, notre soma, n'étant rien d'autre qu'un véhicule servant en fait l'ambition de nos gènes. Eh bien, on a toutes les raisons de penser que ce mécanisme d'empreinte parentale, il est né sur base d'une réflexion de ce type-là. Donc, quand on regarde les 150 gènes qui sont soumis à l'empreinte, eh bien, un pattern qui s'impose, c'est que ces gènes sont majoritairement impliqués chez les animaux, dans la croissance placentaire. Donc, en fait, dans l'organe qui sert à aller prélever des ressources de la maman. Donc la majorité de ces gènes, leur fonction, c'est
si pas uniquement, principalement ça. Et ce qu'on constate systématiquement, c'est que quand un gène est exprimé à partir de la copie paternelle et non pas maternelle, le produit de ce gène augmente la croissance placentaire, augmente le prélèvement de ressources énergétiques donc par le fœtus chez la maman. Et quand on a un gène qui est actif sur la copie maternelle et éteint sur la copie paternelle, c'est un gène qui a l'effet contraire. C'est un gène en fait qui freine la croissance placentaire et l'attribution de ressources maternelles au fœtus. Alors, sachant que nous sommes des organismes placentaires, donc nous sommes des euthériens, donc la classe des mammifères auxquels nous appartenons, nous sommes des mammifères placentaires, et c'est un mécanisme qui, tel que je le décris, est limité aux mammifères placentaires. Et sachant, ce que vous n'allez probablement pas apprécier, que de nombreuses espèces sont polygames, donc en fait que des mâles ont au moins l'opportunité de générer des descendants avec plus qu'une femelle, mettons-nous maintenant dans les chaussures d'un gène qui affecte la croissance placentaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a absolument aucun jugement à rendre par rapport à qui que ce soit. C'est la faute de nos gènes. Okay, donc on va rentrer dans... Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc le gène de l'IGF2, c'est un gène qui, lorsqu'il est exprimé, a un effet important sur la croissance placentaire. Si je suis un gène et je sais que je suis trimballé par une espèce polygame, et ça c'est la faute aux autres gènes, eh bien en fait, je me dis que quand je suis transmis par un papa, je vais me retrouver dans un fœtus qui grandit dans la matrice d'une femelle que j'aime bien mais qui ne m'est pas étroitement apparentée. Et donc quand je suis un gène, les gènes de cette femelle c'est très bien mais ce n'est pas moi. Et donc en fait quand je suis dans le fœtus, je me dis ce que je vais faire, moi, c'est je vais aller prélever un maximum de ressources énergétiques de cette charmante femelle, quitte à compromettre son avenir reproducteur. De toute façon, je m'en fiche parce que mon détenteur, il choisira bien une autre femelle et moi, en tant que gène, je continuerai ma propagation. Donc voilà ce gène transmis par un père qui a cette stratégie où il se dit pour me propager de la façon la plus efficace possible, et la sélection darwinienne ne fait rien d'autre que ça, peu importe que j'aille prélever des ressources énergétiques à quelqu'un qui transmet d'autres gènes que moi. Ok. Donc ce gène, avec cette stratégie machiavélique, se retrouve dans la descendance, il se retrouve dans une fille. Et donc en fait, la fille grandit et elle va se reproduire. Et donc à ce moment-là, si le gène se comporte de la même façon, il va maintenant compromettre l'avenir reproducteur de la fille dans laquelle il s'est trouvé et ainsi limiter sa propagation. Donc la stratégie idéale, si je suis un gène de ce type-là, c'est de me taire quand je suis transmis par une maman et de m'allumer quand je suis transmis par un papa. Donc il se fout complètement, le gène se fout complètement du papa ou de la maman. Il a opté pour une stratégie qui maximise sa propagation dans la population. Et on a toutes les raisons de penser que c'est vraiment ça qui, en fait, a permis l'essor de l'empreinte parentale chez les mammifères placentaires polygames. Et donc, je crois que c'est intéressant là-dedans, c'est de réussir à se mettre dans la peau d'un gène, parce que c'est ça, probablement, qui est réellement ce qui drive, comme on dit en anglais, ce qui pousse en fait l'évolution des organismes. Ce sont des stratégies géniques exécutées par les pauvres pêcheurs que nous sommes. Alors, donc ça c'était la parenthèse ludique, mais qui je crois correspond à la réalité, mais enfin la vie peut être ludique. Alors, donc l'empreinte parentale, souvent objectée comme étant des épiallèles, et on dit qu'ils existent chez les mammifères. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que l'empreinte parentale, ce sont bien des épiallèles, mais le comportement de ceux-ci est totalement différent de ceux qui ont généré les deux formes de plantes que nous avons vues tout à l'heure. Alors, y a-t-il malgré tout des indications
d'épis allèles dans le sens plante chez les mammifères. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui plaident en faveur de leur existence. Donc on se trouve vraiment à la limite de la frontière de la science. Ce sont des gens qui font un certain nombre d'observations qui plaident en faveur de l'existence de ces épis allèles et auxquels la communauté scientifique, à juste titre, donc ils sont malmenés par la communauté scientifique. Donc il y a quelque chose qui est à la fois sain, cruel et tout ce que vous voulez dans la façon dont les sciences évoluent. Au plus vous proposez une théorie qui va à l'encontre des dogmes, au plus en fait vous allez devoir amener des résultats béton pour convaincre la communauté en fait que ce que vous dites est vrai. Et c'est une façon tout à fait saine de procéder, tant que le but n'est pas de casser les scientifiques pour les scientifiques. Il faut essayer de casser les dogmes, mais il faut éviter de casser des dogmes trop rapidement. En général, quand ils sont là, ils le sont pour de bonnes raisons. Mais donc on rentre dans un domaine de la science qui est mal vu. Donc un certain nombre de personnes, dont mon collègue Joseph Martial, ont fait des exposés sur l'épigénétique dans lesquels en fait ils parlent de ceci d'une façon nettement plus positive. La réalité, c'est qu'il faut prendre tout ça avec un grain de sel et que donc, contrairement à la situation chez les plantes, c'est très très controversé, en particulier par les scientifiques les plus chevronnés. Mais donc voici une première expérience ou une des expériences qui a été rapportée par Madame Rasoul-Zadegan d'un laboratoire à Nice et qui étudie la souris et elle étudie l'effet d'un gène qu'on appelle le gène KIT. Peu importe, c'est un gène qui intervient dans la survie des cellules qui déterminent la couleur de notre peau et de notre pelage. Et donc en fait, on voit ici le gène KK, donc la souris est KK, diploïde, sauvage, et bon, d'après le schéma, c'est une souris qui a une belle couleur normale. Et voici en fait une souris qui porte une mutation très particulière dans le gène KIT, et par conséquent, elle a un problème de pigmentation de l'extrémité de la queue. L'avantage, c'est que ça se voit facilement dans la cage, on n'est pas obligé d'attraper la souris par la queue. Alors, ce qui est particulier dans le cas de cette mutation, c'est que lorsque l'on croise une souris porteuse de cette mutation avec une souris dite sauvage, la première loi de Mendel nous dit que la moitié des souris vont hériter de la mutation et l'autre moitié va hériter de l'allèle sauvage à partir d'un parent hétérozygote. Et ce qui est bizarre, c'est que toute la descendance, qu'elle ait ou n'ait pas hérité de la forme mutée, exprime le phénotype. Donc, il s'est passé quelque chose lors du passage de l'allèle grand K de cette souris, de la souris hétérozygote à sa descendance, qui fait que cette souris ne se rend pas compte qu'elle a reçu une copie intacte. Ce gène se comporte comme s'il était muté, alors que quand on va le voir, c'est la copie intacte. Okay. Donc ça ressemble aux paramutations des plantes. Quelque part, on pourrait se dire que l'allèle grand K a été converti par le petit k en petit k. Mais à la différence des plantes, quand on va regarder l'allèle, on ne voit pas d'épi allèle. Donc il se passe quelque chose d'autre. Et à l'heure actuelle, on croit que c'est lié à la biologie d'éléments régulateurs dont on vous a peut-être parlé dans les cours précédents, qui sont des petits régulateurs particuliers qui ont été découverts au cours des années 90 et qui pourraient accompagner le sperme de cet individu. C'est toujours un mâle ici. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais on a certainement un mode de transmission entre générations qui ne répond pas aux lois de Mendel. Simplement, ici, en fait, ça ne correspond pas simplement à un épiallèle qui se distinguerait des autres par la méthylation. Mais ça, c'est un exemple où il se passe quelque chose chez des organismes qui sont très très proches de nous et qui ne correspondent pas aux lois de Mendel, ce qui fait toujours sourire. Alors, nous, comme on aime bien ça, je vais vous raconter ce qu'on est en train de faire à Liège pour essayer de rentrer dans ces zones marécageuses. Donc en fait, on cherche ce qu'on appelle des effets génétiques transgénérationnels, mais qui sont en fait très très similaires à ceux-ci. Mais on est en train de regarder si c'est quelque chose qui est plus général que cette espèce d'épiphénomène décrit par Rasoul-Zadegan. Et en fait, pour ça, nous utilisons des souris qu'on appelle des souris consomiques. Alors le principe en est très simple.
Donc ce qu'on vous montre ici, c'est un ensemble de bâtonnets qui, comme vous l'aurez deviné, c'est l'Encyclopédie Britannica, dans ce cas-ci de souris, le chromosome 1 en 2 exemplaires, le 2 en 2 exemplaires, le 3, etc. Ça, c'est une souris consanguine qu'on peut acheter. C'est une souris qui est génétiquement le plus pur qu'on puisse imaginer. C'est jamais parfait, mais on la met complètement en bleu parce que c'est une souris qui est issue d'une lignée consanguine. Et ce qu'on est allé chercher aux États-Unis, ce sont des lignées chromosomiques dans lesquelles un chromosome rouge est greffé dans un bruit de fond bleu. Donc cette souris ici qu'on appelle de la génération F0 est en tout point identique à celle-ci, à l'exception de un chromosome qui est rouge, il vient d'une autre lignée. Et on peut commander ces lignées chromosomiques pour le chromosome 1, pour le chromosome 2, le 3, le 4. On peut avoir le 1 rouge, tout le reste bleu, le 2 rouge, tout le reste bleu, etc. Alors, quand je croise cette souris transportée par Boeing des États-Unis avec une souris qui nous vient de France par camion, on obtient une souris de la génération F1 qui est forcément toute bleue, à l'exception du chromosome rouge pour lequel maintenant elle est moitié rouge reçue de papa et moitié bleu reçu de maman. Ok, on n'est pas tout à fait content avec ça, donc ce qu'on va faire, c'est on va continuer ce qu'on appelle des backcross, donc on va les recroiser à des souris toutes bleues, et maintenant on doit faire intervenir la recombinaison génétique. Pour le chromosome qui nous intéresse, la majorité des individus auront hérité de cet individu de la F1 un chromosome hybride, partiellement bleu, partiellement rouge. L'autre, la maman, donne forcément un chromosome bleu. Ceci dit, la recombinaison est un phénomène aléatoire, ce qui fait que certains individus auront reçu un chromosome rouge intact, alors que d'autres individus auront reçu un chromosome bleu intact. Et il se fait qu'à l'heure de la lecture de l'ADN, distinguer ces trois types d'individus, c'est l'enfance de l'art. Donc, après 2 générations de backcross, nous pouvons récupérer des animaux qui sont génétiquement identiques à la lignée de départ. Ils ne se distinguent de ceux-là que parce que leur papa était porteur d'un chromosome rouge, mais qu'il n'a pas transmis à la génération suivante. Et ce que nous faisons, c'est nous regardons le fonctionnement du génome chez ces individus-là et nous le comparons à ceux-là. Ils sont génétiquement identiques, ils devraient fonctionner de façon identique sous l'hypothèse mendélienne « mon génome me détermine ». La réalité, c'est non. Quand on regarde en fait le transcriptome de ces individus, ils sont pour un certain nombre de gènes radicalement différents à ceux-là. Et donc en fait, on a une généralisation de cette observation-ci. Le génome de papa m'affecte même en l'absence de la transmission des allèles responsables. Quel est le mécanisme sous-jacent? Aucune idée. Ça rentre dans la boîte épigénétique, même si ce n'est probablement pas des épiallèles au sens botanique. Alors, autre exemple qui est probablement parmi les premiers exemples décrits, donc même avant la souris kit de Rasoul-Zadegan, mais qui est de nouveau, et ça ce n'est pas parce que la robe, comme on dit, la couleur des souris est plus propice à ce genre de mécanisme, c'est simplement parce que c'est beaucoup plus facile à étudier. Donc il existe un autre locus chez la souris qu'on appelle le locus agouti, qui est normalement responsable de la couleur fauve des animaux sauvages et qui, lorsqu'il est muté, génère des pelages domestiques. Donc ce gène, en fait, il est muté, ce qui explique pourquoi il y a des souris de toutes les couleurs. Et il y a une mutation particulière qui est due à une anomalie dans l'interrupteur. Et donc il se fait que quand on prend des souris qui ont cette anomalie dans l'interrupteur, qui sont jaunes, et qu'on les croise avec des souris normales, eh bien en fait on voit dans la descendance qui a reçu l'allèle jaune, on voit en fait la transmission du caractère jaune, mais comme on dit, avec une expressivité variable. C'est-à-dire que le degré de jaune varie du tout jaune au nettement plus de pigmentation. Et quand on va regarder ce qui différencie ces souris au niveau du locus agouti, on constate que c'est la méthylation de la région ici. Donc c'est une question de
de différence de méthylation d'un même allèle qui est transmis par un parent commun à la descendance. Alors on pourrait se dire, mais la méthylation différentielle est quelque chose qui est apparu dans cette génération-ci, aucune indication de transmission entre générations. Donc ce que les scientifiques font, c'est qu'ils disent, je vais m'amuser à générer des descendants de la souris à cette extrémité ici, et puis de la souris à cette extrémité-là, pour voir si en fait l'effet sur le pelage a tendance à se propager, et la réponse est oui. Donc en fait, quand je prends une souris à cette extrémité ici, la génération suivante, je pousse la distribution des robes vers plus coloré. Et quand je prends là, je pousse vers là. Alors ça, c'est un épiallèle. Donc en fait, c'est un exemple qui est peut-être particulier. Il est lié à des éléments parasitaires dont on vous a parlé lors du premier cours. Mais donc là, en fait, il y a un exemple qui, à l'heure actuelle, est tout à fait accepté, un des rares, d'épiallèle se manifestant par des effets différentiels sur le pelage des souris. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est la marque. Donc quand je vous disais, tiens, je ne sais pas si chez les plantes, il y a des exemples d'un effet de l'environnement sur l'état de l'épiallèle, mais ici, donc, la différenciation entre ces allèles, c'est l'état de méthylation, et on connaît des substances qui sont ce qu'on appelle des donneurs de méthyle. Donc notre métabolisme utilise ces substances comme précurseurs des groupements méthyles qu'ils vont poser sur l'ADN. Et donc on peut modifier la concentration de ces substances dans l'alimentation. Et ce qu'on constate, c'est que si vous ne mettez pas en fait de donneurs de méthyle dans l'alimentation, vous allez pousser la pigmentation vers la gauche, et alors que si vous donnez ces donneurs de méthyle dans l'alimentation, vous allez pousser la méthylation vers la droite, et c'est transmissible à la génération suivante. Donc là, nous avons des exemples assez convaincants, et je crois quasiment unanimement acceptés, de épiallèles se transmettant de génération en génération, et dont l'état épi de méthylation est modulable par l'environnement. Et donc en fait on voit apparaître de plus en plus d'histoires de ce type. Celle que je viens de décrire est probablement celle qui suscite le moins de doutes. Ceci est une autre qui a fait pas mal de bruit et qui donc a de nouveau trait à des effets environnementaux et qui passe par le comportement. Donc en fait il y a, je ne sais plus comment s'appelle la substance de cette molécule, c'est pas de l'acétaminophène en fait. Donc c'est une substance chimique qui, donc, que la souris sent. Il paraît que ça a l'odeur de la menthe. Et en fait, la particularité de cette molécule, c'est qu'on sait exactement quel est le récepteur olfactif qu'elle lie. Donc on connaît très très bien en fait la voie de signalisation du nez vers le cerveau pour cette substance. Alors ce qu'une équipe a fait, c'est conditionner une souris de façon pavlovienne par rapport à l'exposition à cette substance odorante. Donc en fait, on expose la souris à cette odeur d'amande et en même temps, en fait, on fait passer un petit choc électrique sur la plaque métallique sur laquelle elle est posée. On fait ça 3-4 fois et après, il ne faut plus besoin d'électricité. Il suffit de mettre la molécule dans la cage et elle saute comme s'il y avait de l'électricité sur la plaque. Donc on a un réflexe pavlovien de peur par rapport à cette substance. Alors jusque-là, rien de bien particulier. Mais ce qui est étonnant, c'est que lorsque on génère des descendants de souris mâles qui ont subi ce traitement que je vous octroie n'est pas très sympathique, eh bien en fait, la descendance a presque la même réaction par rapport à la substance odorifère sans avoir jamais subi l'entraînement pavlovien. Donc en fait, il semble qu'il y ait un comportement acquis par le père qui se transmette de façon épigénétique à la descendance parce que, donc en fait, il n'y a pas de différence génétique, on ne comprend pas à l'heure actuelle quel est le mécanisme de cette transmission. Mais donc tout ça pour dire que donc on voit un certain nombre de transmissions de propriétés phénotypiques diverses allant de la robe à des comportements qui ne peuvent pas être expliqués
par la simple ségrégation des chromosomes. Alors vous me direz, tout ça c'est bien, mais est-ce que ça nous affecte personnellement? Donc là, je crois que ça reste encore totalement un point d'interrogation. Mais il y a un certain nombre d'études, principalement épidémiologiques, qui suggèrent que des mécanismes semblables puissent en fait affecter notre santé. Donc en fait, ces deux images-là, je les utilise simplement pour illustrer une des études en fait, qui est en cours à l'heure actuelle et qui est le suivi de populations hollandaises qui ont subi en fait les effets dévastateurs de la famine à Arnhem. Donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu en fait un blocus de la région d'Arnhem pendant, je crois, à peu près 2 ans, et la population isolée en fait a subi l'effet d'une famine très très sévère. Et donc ce que des scientifiques des Pays-Bas ont fait, c'est qu'ils ont essayé de mesurer l'impact de cette famine subie par les mamans sur le devenir des fœtus qu'elles portaient à l'époque de la famine, et au-delà de ça, de regarder si les générations suivantes pouvaient éventuellement être affectées. Et il y a des raisons de penser que ce soit le cas, que l'on puisse donc mesurer non seulement dans la descendance directe, mais également une génération plus loin, des effets sur la santé de l'impact environnemental qu'a subi la grand-mère durant sa grossesse. Et puis vous avez d'autres études donc j'ai marqué de façon épigénétique, en anglais, le texte ici de ce que nous allons lire ensemble. Donc aux Pays-Bas, par exemple, donc des études sur un très très grand nombre d'individus indiquent potentiellement que si les individus ont subi des famines durant leur puberté, des hommes, donc en fait, leurs petits-fils ont moins de chances de souffrir de maladies cardiovasculaires et de diabète. Et que, donc, une autre étude en Angleterre, donc en fait, des pères qui ont fumé alors qu'ils étaient très jeunes, en fait, leur descendance avait une augmentation de risque d'obésité. Donc il y a toute une série d'études épidémiologiques en cours à l'heure actuelle qui essayent de mesurer l'impact sur la descendance. Et il est important, je ne vais pas rentrer dans les détails, de bien définir quelle génération après l'exposition, mais donc qui tente à montrer que des effets environnementaux subis par des ancêtres peuvent en fait se répercuter sur le phénotype de la descendance à X générations, quelque chose qui reste à déterminer. Alors je vais doucement arriver vers ce que j'aimerais bien être la conclusion de l'exposé, en vous montrant quelque chose une situation intermédiaire que je crois intéressante, qui est celle-ci controversée, même si en fait elle s'est généralisée dans les textbooks, elle est un peu controversée, mais le concept est réellement intéressant. Donc en fait ici c'est ce que j'appellerais un renforcement épigénétique de comportements différenciés. Donc là en fait on va voir que dans différentes lignées, vous avez des comportements différents qui se transmettent de génération en génération. Donc il y a par exemple des rats où la mère s'occupe très bien de ces petits, entre autres en les soignant beaucoup. Et il se fait que quand les filles dans la nichée grandissent, elles auront exactement le même comportement par rapport à leur descendance. Et puis alors on prend des rats génétiquement identiques et dans certaines lignées, les mères sont mauvaises et les filles seront de mauvaises mères. Et donc des gens qui ont étudié ça aux États-Unis pensent éventuellement avoir mis le doigt sur les mécanismes moléculaires qui pourraient expliquer en fait cela. Et donc ici, ce n'est pas la transmission d'un épiallèle des parents aux enfants, mais c'est le fait que le comportement de la maman change l'état épigénétique du descendant, et c'est ça qui conditionne son propre comportement. Donc c'est un peu un facteur d'environnement, mais ici c'est le comportement maternel qui est le facteur d'environnement. Donc en fait, ce qui se passerait, c'est que le fait d'être bien soigné par la maman aurait un effet
sur l'état de méthylation d'un certain nombre de gènes dans leur cerveau, conditionnant le mode de fonctionnement de l'interrupteur et donc l'activité de ce gène. Et plus tard dans la vie, la façon dont ce gène fonctionne a un effet direct sur le comportement de l'individu lui-même par rapport à sa descendance. Et on a donc là, en fait, la transmission d'un comportement dans des lignées génétiquement identiques, mais qui se comportent de façon différente. Et ça fonctionne par un effet environnemental qui conditionne le mode de fonctionnement des gènes. Et donc la transmission de génération en génération n'implique pas de transmission de gènes, mais implique un comportement qui affecte le fonctionnement de gènes, mais ceci étant restreint à l'individu propre. Et donc c'est quelque chose qui apporte quelque part une nouvelle façon c'est quelque part presque un nouveau mode épigénétique. Alors, la dernière chose dont je vais vous parler et pour lequel vous pouvez trouver des tas d'informations, entre autres dans le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Selfish Gene de Dawkins, mais également sur YouTube. En fait, si vous faites même, vous allez voir un certain nombre d'exposés. Et donc c'est en guise de dessert ici, mais c'est une notion qui est interpellante et intéressante. Donc en fait, quand on regarde l'histoire j'ai envie de dire, des primates et de l'homme, de notre histoire, donc en fait, il paraît indéniable qu'il y a une accélération spectaculaire dans notre évolution, disons au cours des 10-20 000 dernières années. Et donc en fait, subitement, l'agriculture, l'art, l'industrie, etc. Donc en fait, on a envahi notre planète qu'on est en passe de détruire, et c'est le résultat du fait que subitement, en fait, notre évolution, notre capacité d'évolution a accéléré d'une façon VV', comme on dit parfois. Et donc, il ne s'est rien passé avec notre génome en 10 000 ans. Il n'a pas bougé. Si je séquençais aujourd'hui le génome d'un individu qui a vécu il y a 10 000 ans, personne ne pourrait dire c'est un individu qui a vécu il y a 10 000 ans plutôt que maintenant. Le génome, c'est le même génome que le nôtre. Il fonctionne de la même façon. Il n'y a pas plus ou moins de mutations. À ce niveau-là, rien n'a bougé. Mais qu'est-ce qui fait donc que subitement, en fait, il y a une évolution aussi rapide? Est-ce qu'on peut éventuellement établir malgré tout un parallèle entre l'évolution darwinienne à laquelle nous sommes familiarisés, et qui affecte notre ADN, et l'évolution qu'a subie l'humanité au cours des 10 000 dernières années? Et ce que Dawkins, c'est mon interprétation, décrit entre autres dans ce bouquin-là, c'est un parallèle entre les gènes et ce qu'il appelle des mèmes. Donc en fait, pour qu'il y ait évolution de type darwinienne, et comme c'est un Anglais Dawkins d'Oxford, il est en plein dans le dogme darwinien, donc il ne va absolument pas vouloir bousculer le dogme darwinien. Il est d'ailleurs au début de son bouquin, si des Martiens arrivaient sur Terre, il dirait, pour savoir si on est évolué, il dirait, est-ce qu'ils ont déjà découvert la sélection darwinienne? La réponse est oui, et donc en fait, il considère que c'est une avancée spectaculaire dans l'évolution de l'homme. Mais donc ce qu'il dit dans ce contexte darwinien, c'est que l'évolution requiert l'équivalent d'un gène, un truc qui peut se répliquer avec erreur. Ça ne veut pas être parfait. Il faut une réplication avec erreur. Il faut un soma qui est le véhicule de ces gènes. Et puis il faut tout simplement une sélection darwinienne que le meilleur gagne. Très british évidemment comme raisonnement. Il faut que le meilleur gagne. Alors il dit, le gène, c'est un exemple d'un mécanisme qui permet ça. Il va appeler ça le gène, comme nous tous. Mais il se dit, mais il y a d'autres choses qui partagent de façon étonnante ces propriétés fondamentales de la sélection darwinienne. Et c'est quoi? C'est les mèmes. Et les mèmes, ce sont des
comportements que nous imitons. Donc en fait, il voit dans la façon dont la culture se propage dans les populations, donc le fait qu'on fait un certain nombre de choses, que ces comportements puissent se répliquer, non pas parce qu'il y a un mécanisme de réplication de l'ADN, mais parce que quand un enfant regarde un comportement, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de le répliquer, et que c'est quelque chose qui peut se propager. C'est que copier ses parents, c'est quelque chose qui ne se fait pas de façon parfaite. Donc en fait, la culture, la transmission culturelle, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, qui change dans le temps. Donc il y a une réplication des comportements, mais avec la possibilité en fait qu'ils changent dans le temps. Et puis en fait, il établit un parallèle entre la propagation des gènes par sélection darwinienne et la propagation de ces mêmes par sélection darwinienne. Donc la façon dont vous vous comportez, la façon dont vous organisez votre société a un impact sur votre succès reproductif, sur la place que votre population prend à l'échelle mondiale. Et donc en fait, il voit dans la façon dont notre culture évolue, il y voit un mécanisme de type darwinien où, je crois qu'il est à peu près indéniable de dire à l'heure actuelle, c'est le même anglo-saxon qui, pour l'instant, l'emporte d'un point de vue darwinien sur notre société. Et comme c'est quelque chose qui est probablement plus puissant et plus rapide que l'évolution génique, donc il voit un mécanisme dans ces mêmes de l'évolution accélérée qu'a connue l'humanité au cours des disons, 10 à 20 000 dernières années. Voilà. Alors, la dernière chose donc en fait, si vous voulez en savoir plus, il y a des tas d'articles, dont celui-ci, qui vous parle donc, des notions d'épigénétique, à la fois chez les plantes et les animaux. Et donc, on s'intéresse beaucoup, en fait, à ce qui se passe du côté masculin, simplement parce que d'un point de vue expérimental, c'est plus simple. On sait déjà que les mères transmettent des tas de choses à la descendance de différentes façons. Et puis moi, comme j'aime bien Homer Simpson, je me suis dit que je terminerais par cette image. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.